Et on entre dans le cœur de cette émission, bien teasé. Le mot lobbying fait peur. Il évoque souvent des intérêts industriels obscurs, des deals en coulisses, voire de la manipulation d'opinion. Mais ce que vous portez, tous les trois, c'est une autre manière de faire, un plaidoyer citoyen, éthique, assumé. Alors, première question, peut-on défendre une cause d'intérêt collectif, général, sans compromis, notamment en s'alliant avec des entreprises parfois critiquées sur leur impact environnemental et social? Qui se lance pour cette première question? En fait, les intérêts peuvent être à géométrie variable. Si on prend l'exemple, là où encore je fais un peu d'archéologie, en 97 sur le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, un traité plus connu sous le nom de traité d'Ottawa, ça a été une alliance entre des ONG, entre des États, parce qu'elles avaient intérêt à interdire les mines antipersonnelles. En l'occurrence, le Canada était en faveur de cette interdiction, tandis que les États-Unis n'ont toujours pas signé cette convention. Et d'ailleurs, comme la Russie, comme la Chine, produisent encore et toujours des mines antipersonnelles. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à certains moments, par exemple, si on prend l'exemple du Canada, le Canada avait intérêt, pour diverses raisons, de soutenir les ONG. En revanche, le Canada est un des premiers pays, comme l'Australie, extracteur de ressources minières. Donc, à ce titre, est plutôt contre l'environnement. Donc, ça peut être des consortiums à géométrie variable, et c'est vrai de la même manière des multinationales, puisqu'on peut avoir des multinationales qui, à certains égards, peut-être Jordan, tu en parleras, ont intérêt à soutenir certains aspects de recyclage ou de réemploi. On prend l'exemple par exemple de Decathlon, qui est devenu un acteur majeur du réemploi, qui en fait commerce désormais. Et donc on pourrait se dire, bah oui, Decathlon soutient le réemploi. Sauf que il est aussi en concurrence avec des acteurs comme Emmaüs ou Le Relais qui font du réemploi, mais qui font du réemploi à vocation sociale pour insérer des gens dans l'emploi et non pas pour faire des bénéfices. Donc on pourrait dire, si je poursuis cet exemple, que Decathlon est en faveur de l'économie circulaire, sauf qu'il est aussi plus ou moins responsable de la destruction d'acteurs historiques du réemploi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir du lobbying en faveur de biens communs avec des coalitions à géométrie variable, et les multinationales peuvent être dans ces coalitions à certains moments, pour certains aspects, mais pour une vision globale d'un changement sociétal et d'une défense de l'intérêt commun, je fais quand même plutôt confiance aux associations. Ouais, cette notion d'intérêt, elle est vraiment fondamentale. Le lobbying, c'est simplement avoir un impact sur les règles du jeu. C'est ça qu'il faut comprendre quand on fait du lobbying, c'est essayer de transformer les règles du jeu. Et évidemment, c'est les acteurs économiques, et notamment les multinationales, sentent bien qu'il y a une pression qui s'exerce sur la société, une pression qui s'exerce sur elles, et une pression qui s'exerce aussi sur les décideurs politiques pour transformer les règles du jeu en leur défaveur, la plupart du temps, en tout cas qui viennent concurrencer ou en tout cas challenger leur business model. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le lobbying est en train de devenir très important dans le cadre des stratégies conduites par les multinationales ou les acteurs économiques. Un petit chiffre peut-être pour s'en convaincre, c'est que depuis 4 ans maintenant, les dépenses en affaires publiques en lobbying ont augmenté sur la part des 100 plus gros lobbies en France et au niveau européen de 33% à peu près. C'est 13% la seule dernière année. Des acteurs comme Meta ou appartenant aux GAFAM, c'est presque 40% d'augmentation des dépenses en lobbying. Donc c'est absolument considérable. Et cette notion d'intérêt, elle est fondamentale, mais elle peut aller, et je suis d'accord avec toi, dans le sens de la transition écologique. Il peut y avoir une convergence d'intérêts. Tu as pris cet exemple-là, je vais en prendre un autre, c'est celui sur la question de la consigne pour recyclage. Je vous ai parlé tout à l'heure de la consigne pour emploi, décidément c'est la journée économie circulaire. Je vous parle aussi de la consigne pour recyclage. Cette fois-ci, on récupère on réinsère les bouteilles plastiques et non pas en verre dans des machines de déconsignation. Coca-Cola et les industriels sont à fond pour. On pourrait se dire ils sont à fond pour lutter contre la pollution liée aux déchets plastiques dans les océans. C'est en ce moment le sommet des océans à Nice. En réalité, ils ont un intérêt économique énorme. C'est que 30% de la matière qui est injectée dans les bouteilles plastiques pour les fabriquer vient de plastique neuf qu'ils achètent sur le marché. Récupérer cette matière première leur permet de réduire les coûts, tout simplement. Et donc, toujours, il faut follow the money, comme on dit, pour essayer de voir où est-ce que sont les intérêts. Mais ça n'empêche pas, absolument pas, des acteurs issus de la société civile ou des acteurs économiques, d'associatifs environnementalistes, d'aller chercher ces intérêts convergents pour essayer de former des coalitions. On en parlera peut-être
après sur les méthodes, mais ça fonctionne bien. Oui, Valérie. Oui, moi j'ai un exemple concret. J'ai travaillé au sein d'une multinationale pour faire du lobby positif. À l'époque, j'ai fait ma petite enquête à l'intérieur et il y avait la technologie, c'était de la R&D, des emballages compostables. Mais les commerciaux et les marketing, me disaient, en fait, on peut pas. Ça coûte 5 fois plus cher que le sac plastique le sac de caisse qui vient de Chine et qui, vous vous rappelez à l'époque, étranglait les tortues. Il y a des grandes campagnes publicitaires qui marquaient les esprits et déjà l'opinion publique. En tirant le fil, on a fait des expérimentations sur les terrains, dans les régions qui voulaient anticiper la collecte des biodéchets, dans des supermarchés, pour montrer qu'effectivement, on a arrêté les lignes de production pour produire des emballages compostables. Et une fois que, en région et dans 6 départements, en invitant les députés et les sénateurs, on a pu montrer qu'effectivement, c'était un peu le Canada Dry de l'emballage de caisse et qu'il convenait à tous les acteurs, supermarchés, ménagères, collectivités locales. On a pu faire adopter l'interdiction, vous vous en souvenez, avec une coalition de PME européennes qui maîtrisaient cette technologie. Pourquoi je raconte cet exemple qui est très concret ? C'est qu'en fait, bien sûr, une multinationale peut se lancer là-dedans, mais il faut beaucoup de conviction et il faut un terreau favorable, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas modifié la loi, le marché n'existe pas. Et s'il n'existe pas, on n'arrive pas à le vendre. Les carnets de commandes n'existent pas, la com, le marketing, voilà, tout ça fait flop. Donc la loi et un certain nombre d'acteurs, même les multinationales, maintenant se rendent compte, c'est le cadre qui permet d'innover, de s'ajuster. Voilà. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Et moi, je pense foncièrement que ça n'est pas aux multinationales de faire la loi. Le cadre de survie, de nos conditions de survie planétaire, c'est à l'État de le fixer. Voilà. Les parents, ce sont l'État, ce sont les politiques. Et les politiques répondent à des entreprises, bien sûr, qui ont besoin de créer des emplois, de ne pas en détruire, de rester compétitifs, etc. Et à des citoyens. Donc, pour réenclencher ce cercle-là vertueux d'une démocratie saine, il faut qu'effectivement l'État prenne ses responsabilités en se disant, voilà, on a besoin d'activités économiques en ligne, on a besoin pour ça de citoyens qui nous donnent de la force, qui visibilisent ce qui se passe au Parlement et qui récompensent ceux qui votent bien et qui donnent de la force à ceux qui peuvent pas résister au lobby du court-termisme et de la financiarisation. Et on a besoin d'entreprises, y compris de multinationales audacieuses, qui vont dans le sens de l'histoire, qui ont un coup d'avance, et ça n'est que du bénéfice pour eux. Parce que au final, on avait des salariés. Enfin, les équipes étaient absolument enchantées. C'est des nouvelles pratiques qui sont très innovantes et qui enthousiasment vraiment les salariés, qui ont un rôle très moteur à jouer. Les conditions du marché sont très certainement déterminantes pour aller au bout des innovations et toutes les grandes entreprises savent déjà en fait et connaissent déjà les solutions. Elles ont parfois du mal à les déployer. Je vais faire une petite archéologie de l'émission, Vincent, pour rester dans le thème, puisque lors de notre toute première émission, Alix, souviens-toi, on avait eu reçu Nicolas Marotte, le DG de Innocen, qui appartient au groupe Coca aujourd'hui et qui nous racontait comment l'appartenance à un groupe de cette dimension-là l'avait aidé à mener des projets d'innovation qu'ils avaient l'incapacité de mener aussi bien financièrement qu'en termes de compétences avant. Notamment cette idée d'une usine la plus aboutie qui soit en termes de durabilité pour une marque qui fabrique des jus de fruits qu'ils ont réussi grâce aux compétences de cette entreprise-là. Je m'interroge et donc j'aimerais bien vous entendre sur ce qui pour vous peuvent être des marqueurs d'un engagement sincère de multinationales qui ne doivent pas décider les lois mais dont on a absolument besoin pour réussir la transition, parce que bien souvent la lecture de leur stratégie est très complexe, parce que sur une loi on va les voir hyper actives pour les bonnes raisons et sur d'autres on va entendre dire qu'en basse-cour elles ont fait plutôt tout l'inverse. Est-ce que vous, de votre fenêtre, vous savez un peu comment on peut aussi, nous, en tant que leader dans des entreprises, de réseaux, de mouvements, ou en tant que citoyen, simplement essayer de démêler un peu le vrai du faux parfois sur les intentions des grandes entreprises qui sont fondamentales pour la transition? Moi, je pense qu'on est vraiment sur des enjeux économiques. Si le modèle d'affaires de telle ou telle multinationale rencontre une convergence avec les biens communs, la multinationale sera une défenseuse de ces biens communs.
tant que les modèles d'affaires vont contre la santé, contre l'environnement et que ça rapporte à cette multinationale, elle n'a pas de raison d'en changer. Sauf à se dire, comme tu disais, que à long terme, elle estime qu'elle ne survivra pas si elle continue ce modèle d'affaires mortifère. Mais encore une fois, s'il n'y a pas, tu le disais très bien, des consommateurs ou des acheteurs, si c'est du B2B, pour tel ou tel produit ou service qui soit vertueux, la multinationale n'a aucune raison de changer son modèle. L'une des façons de faire aussi, c'est de pouvoir lui demander à cette entreprise si elle est prête à se mobiliser sur un certain nombre de propositions de loi, de projets de loi. On parlait de la fast fashion, ça dépend bien sûr de son secteur d'activité, ça dépend de ce qu'elle défend, ça dépend au fond de ce qu'elle vend. Mais si une entreprise qui vend des produits phytosanitaires se mobilise contre la loi du plomb, elle se mobilisera contre elle, mais je pense qu'elle fera preuve de sincérité. Il y a eu une séquence aussi intéressante récemment, donc notamment avec la fast fashion, puisque avant l'émergence fulgurante d'acteurs comme Shein, il y avait déjà des acteurs dont les cycles de production étaient très raccourcis. On les citait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça s'appelle H&M, ça s'appelle Zara notamment, et ils ont complètement disparu des radars parce qu'il y a un autre modèle tellement plus poussé encore que le leur qui a émergé, qu'aujourd'hui ce qu'on appelle fast fashion ne les intègre quasiment plus. Et j'ai l'impression que c'est un effet rebond assez dangereux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, des nouvelles collections toutes les 2 semaines, on n'en a pas beaucoup plus besoin et ça reste assez insoutenable au niveau environnemental. Alors c'est un très bon point parce que d'un point de vue lobbying, on a beaucoup mobilisé sur Shein et sur Temu. On vient de le faire là et assez naturellement et à raison puisque c'est vraiment un cas d'école de lobbying ce qu'ils ont conduit comme campagne. Mais effectivement, ça a laissé dans le radar beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés contre la proposition de loi qui a été diminuée. Elle a certes été rehaussée, si vous me suivez bien, entre la commission et la séance publique au Sénat, mais elle a été diminuée entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Pourquoi ? Parce que il y a en fait, on a fait une analyse qu'on a fait paraître au mois de mars. Il y a une quarantaine d'acteurs qui sont mobilisés en réalité sur cette proposition de loi. On le sait puisqu'on a épluché les fiches d'activité qui ont été enregistrées auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie politique, avec l'obligation qui est faite pour les lobbyistes de déclarer leurs actions. Et on a découvert qu'il y avait une quarantaine d'acteurs qui s'étaient mobilisés. Il y a bien sûr Shein et Temu qu'on retrouve, mais il y a énormément d'acteurs de marketplace et notamment des acteurs français et notamment Decathlon qui se sont mobilisés et qui ont obtenu gain de cause. Et qui ont obtenu gain de cause pour amoindrir la portée de la loi. Valérie, je m'adresse à vous. On ne s'est pas exprimé sur le rôle des salariés dans l'entreprise. Oui, en réalité, les salariés peuvent avoir un rôle majeur. Je prends l'exemple d'une entreprise de BTP qui, à l'origine, coule du béton pour réparer des trottoirs et des réseaux d'eau. En les faisant travailler sur des demi-journées, a émergé, alors au départ sur le ton de la déception et de beaucoup de frustration, la grande difficulté qu'ils avaient à faire leur métier. Et puis, ces mêmes salariés, des chefs de chantier, absolument pas écologiques au départ, ont révélé que les cours qui pouvaient rafraîchir, les possibilités d'inventer techniquement de nouvelles façons d'envisager la végétalisation ou le double réseau d'assainissement potable, eau non potable, tout ça a émergé de discussions fécondes. Donc quand on donne le bon cadre à des salariés, les solutions viennent d'eux et après évidemment le COMEX doit s'en saisir, doit discuter. On mène beaucoup de discussions comme ça fertiles. Un autre exemple, une entreprise qui fabriquait des emballages à usage unique. Vous voyez, donc c'est Jordan citait, c'est vraiment ces emballages qu'on utilise de 10 secondes à 1 minute pour manger des plats préparés avec des plastiques très épais qui mettent des centaines d'années à se détruire. Eh bien, cette entreprise, grâce à quelques salariés et une mobilisation, se réinvente et a pris le lead de tout son secteur pour proposer du réemploi avec des circuits courts, des boucles de lavage, du conseil pour faire bifurquer toute sa filière et est en train de devenir le leader de son secteur parce qu'elle anticipe le besoin des consommateurs, le besoin de la société et c'est absolument stimulant pour tous les salariés d'avoir participé à ces réflexions. Moi, je dois dire que c'est quelque chose que je vis beaucoup chez Nursis, c'est qu'on met en place, on a d'ailleurs dans le cœur de la stratégie un objectif de permettre aux salariés d'influencer l'évolution de l'entreprise.
parce qu'on se dit que nos 700 salariés sont autant de représentations diverses de notre société, des tranches d'âge, des origines, des sensibilités politiques, écologiques, etc. Et que donc si on est en capacité de mobiliser l'avis de tout le monde sur des sujets, alors on prendra la meilleure décision pour l'intérêt collectif. Et ce qui est hyper intéressant, au-delà d'être convaincu et de mesurer même par nos résultats que ça crée beaucoup d'engagement, de fierté d'appartenance au projet d'entreprise aussi. En fait, on se rend compte que bien souvent, ça nous aide à prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qui n'est pas toujours attendu encore de nos clients. Mais nous, ça nous aide à conduire le changement pour anticiper les marchés de demain. Je pense par exemple, nous, dans le numérique, sur le numérique responsable, le fait de beaucoup leur donner la parole a vraiment fait émerger une volonté collective, y compris des directions, d'investir davantage le sujet, de le pousser commercialement auprès des clients, même quand ils ne le demandent pas. Donc, je trouve qu'on a là un exemple, et je le vis vraiment, d'une influence positive des salariés, même si parfois, je pense que ça peut aussi jouer un effet contraire. Jordan, je vous vois dodeliner de la tête. Non, évidemment qu'il y a du lobbying qui peut être fait en interne, du lobbying ou du plaidoyer, on reviendra peut-être sur ces notions, mais qui peut être fait en interne, c'est-à-dire les salariés qui se mobilisent dans le cadre d'un collectif pour essayer d'influencer les décideurs politiques. Ça, c'est clair et net, parce que tout simplement, l'entreprise est l'une des dernières organisations où les gens se rencontrent, et donc il peut y avoir des manifestations de lutte en interne, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la RSE, au fond, et des syndicats. Mais il faut faire attention quand même quand l'entreprise passe cette fois-ci dans un lobbying extérieur, c'est-à-dire les dirigeants ou les chefs d'entreprise, ou les responsables ou les représentants des affaires publiques, plaidoyers, responsables des affaires institutionnelles ou extérieures, tous ces mots-là veulent dire lobbying, parlent au nom de l'entreprise ou au nom de la fédération ou au nom du secteur. Parfois, les messages sont un peu discordants. Il faut vraiment faire attention entre ce que l'entreprise dit en interne et puis ce qu'elle défend en externe. Voilà, petit point de vigilance là-dessus. Et pour aller dans ton sens, un bon exemple récent, donc la loi sur les PFAS. Une entreprise, pour ne pas la citer, Tefal, a fait en sorte que des salariés manifestent en faveur du maintien de leur emploi et donc pour que Tefal continue d'utiliser des PFAS. Et là, pour le coup, les salariés, d'une certaine manière, ont été un peu instrumentalisés par leur propre entreprise pour dire non, ne touchez pas à notre outil de travail. Et là, pour le coup, on a des salariés qui ont été utilisés contre les biens communs. Tu m'arrêtes si je me trompe, là, des bus avaient été mis à disposition des salariés de l'entreprise pour être affrétés, pour les emmener à Paris. Et je crois qu'il y avait des RTT qui leur étaient accordés. Là, c'est du similitantisme. Il faut absolument pas se faire. On simule le militantisme pour défendre des intérêts privés. On l'a vu aussi avec Capri-Sun, qui avait mis en place une pétition en ligne utilisant les répertoires d'action militants, les répertoires d'action associatifs pour défendre les pailles en plastique. On comprend bien et on comprend tous que c'est pour en fait défendre les intérêts de l'entreprise. Il faut vraiment être très vigilant parce que ça fait partie des nouveaux répertoires d'action qui... Dans l'idée d'une économie plus juste et soutenable qu'on veut promouvoir dans cette émission, il y a, je pense d'ailleurs, des exemples de plus en plus nombreux d'entreprises qui font preuve de transparence dans leurs actions. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler et évoquer que dans le cadre de la nouvelle certification B Corp qui est en train d'être déployée, c'est la première refonte totale du dispositif depuis 17 ans. Il y aura désormais une thématique affaires publiques et influence dans laquelle on demandera aux entreprises de faire transparence sur leurs actions de lobbying et en particulier dans des logiques de coalition sectorielle parce que c'est souvent là d'ailleurs que se concentrent davantage les efforts pour faire converger des intérêts parfois d'entreprises individuelles dans des logiques plus collectives et communes. On s'approche de la fin de ce débat. Déjà, Vincent, vous évoquiez tout à l'heure une ère où le digital n'existait pas. Est-ce qu'il a tout changé ? Je ne sais pas s'il a tout changé, mais en tout cas, pour le secteur associatif, je pense qu'il a quand même permis d'augmenter les capacités de mobilisation. Dans le sens où les associations parlent plus aisément de plaidoyer plutôt que de lobbying. Plaidoyer implique de faire appel à l'opinion publique pour mettre sur l'agenda médiatique et ensuite sur l'agenda politique un enjeu. Et donc, le fait d'avoir des millions de signataires, je prends l'exemple de l'association Bloom qui se bat contre la pêche en eau profonde, c'est un sujet hyper technique, une toute petite association, elle a utilisé, le terme utilisé pas bon, mais une auteure de BD a réalisé toute une frise pour expliquer
de façon vulgarisée les enjeux de la pêche en eau profonde. Et grâce à ça, ils ont eu 800 000 signataires via Facebook, et c'est ça qui a fait connaître l'association et son combat. Et là, pour le coup, sans le digital, elle n'aurait jamais pu faire connaître cette cause et la défendre. Donc, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des outils de pétition en ligne ou d'autres outils dont on parlera tout à l'heure, le digital est, je pense, un atout très fort pour le secteur associatif et son plaidoyer. Valérie, et après Jordan d'un mot, et ce sera la fin. Oui, effectivement, on a de magnifiques possibilités aujourd'hui de rejoindre, de se compter, d'utiliser les communautés de consommateurs. Voilà, Yuka le fait par exemple permet de scanner les produits et d'interpeller directement les marques en fonction des composants. C'est magnifique, ça va faire bouger en fait les lignes. Là très récemment, Camille Etienne a proposé pour atteindre les sénateurs, vous savez que les sénateurs sont élus par les grands électeurs, de mobiliser son maire, d'appeler son maire. Voilà, c'est très simple et c'est extrêmement puissant. Les citoyens maintenant ont vocation d'interpeller leurs politiques et de les faire bouger, de les soutenir et de soutenir aussi les entreprises, de leur donner de la force pour bifurquer, se réinventer. Alors en tant que salarié, en tant que consommateur, on a beaucoup parlé du consomme-acteur et aujourd'hui c'est l'ère du citoyen-acteur. Mais les boîtes mail de nos élus ne sont-elles pas saturées par toutes ces campagnes de mailing qui sont suggérées pour les interpeller justement ? Franchement, ça marche. Ouais. Franchement, ça marche. Ça marche d'autant plus quand c'est son député. En fait, le député, il a envie d'être utile et aujourd'hui, il est très frustré. Un député, a envie de faire adopter des lois et aujourd'hui, on est quand même dans une initiative parlementaire qui est extrêmement limitée. Ils sont un peu comme à l'école et ils ont envie d'être utiles. Donc dès lors qu'on leur fait une proposition politique, c'est-à-dire des entrepreneurs qui s'associent à des associations, qui s'associent à des citoyens, c'est vraiment ce triangle-là vertueux, ils sont preneurs. Et on dépasse, on est apartisan, on dépasse la politique politicienne dont aujourd'hui tout le monde est très lassé, pour faire de l'innovation technologique, mais aussi sociétale et répondre aux enjeux. Tout le monde en a envie. On est 99,9% à en avoir besoin et à en avoir envie. Jordan, le mot de la fin. J'ai bien compris qu'il restait quelques secondes. Oui, je vous vois jeter le chrono. Je rejoins mes camarades, c'est une opportunité le digital, c'est aussi un risque. Et le risque, c'est d'augmenter encore plus la symétrie entre le lobbying écologiste, le plaidoyer et le lobbying économique, disons pour simplifier, puisqu'on se rend compte de plus en plus que des acteurs, et notamment des multinationales, utilisent ces leviers digitaux, utilisent les influenceurs, utilisent Internet et les réseaux pour mener à bien leur campagne. Merci à tous les quatre. On passe tout de suite au goût de Touno.